Et bonjour, petite foudre de YouTube, on se retrouve pour une toute nouvelle VOD. Nous sommes toujours dans la lecture de Lordon, de son livre Les affects de la politique. On a fait une petite pause entre la dernière VOD et celle-ci, le temps que je commence à boire un café, on respire un petit peu, mais on va essayer de finir en fait la lecture, parce qu'il reste pas tant de pages que ça, donc on va essayer d'un peu speedrun, on va dire ça. Nous sommes dans un nouveau chapitre. La sédition comme expérience transformatrice. Et c'est ici que se manifeste la non-linéarité. Car il ne s'agit plus de révision marginale ou incrémentale des imaginations. Il s'agit d'une catastrophe, aussi bien au sens étymologique qu'au sens mathématique du terme. Au sens étymologique, puisque catastropher signifie renversement, au sens mathématique, puisque en termes non techniques, la catastrophe, dont on doit la théorie générale à René Thom, désigne la discontinuité altérante qualitativement les propriétés d'une dynamique à la suite d'une variation continue de l'un de ses paramètres. En des termes plus techniques, une catastrophe au sens de René Thom désigne un certain type de singularité des variétés différenciables consistant en une altération topologique et donc discontinue du portrait de phase d'un système dynamique non linéaire. Quoi ? Quoi ? Attendez. Vous pouvez répéter la question, mais on peut répéter la phrase. Donc au sens étymologique, parce que étymologiquement, catastropher, du grec, signifie renversement. Donc c'est une catastrophe parce qu'on renverse les choses, puisqu'on va se mobiliser pour tout foutre en ce bol. Ok, admettons, ça je comprends. Et au sens mathématique, parce que au sens mathématique, c'est une discontinuité qui altère les propriétés d'une dynamique. Donc en gros, parce que dans une dynamique, donc on va dans un certain sens, bah c'est une catastrophe à partir du moment où du coup tu ne vas plus dans le même sens parce qu'il y a une discontinuité. Bon bah si tu veux. Ah oui, clairement, Nils. Mais je finis ça et on ira lire des meufs. Hein. Je vais rajouter, si tu m'as fait des suggestions, je vais rajouter les suggestions. Et en vrai, même s'il faut, si on finit Lordon aujourd'hui, je pense que je payerai moi-même des bouquins. Même si j'ai pas beaucoup d'argent, j'achèterai un livre et on ira lire une meuf pour changer. De toute façon, on a lu une meuf il y a pas si longtemps que ça. Je vous rappelle que le livre juste avant Lordon, c'était écrit par V6 et V6, elle était trop bien. On a lu avant V6 un autre livre qui était écrit par une meuf et c'était trop bien. Et en fait, je suis en train de réfléchir à un truc. On a fait plusieurs lectures de sciences humaines et sociales. Et vous savez ce qui est triste ? À chaque fois qu'on a lu une meuf, c'était bien. À chaque fois qu'on a lu un mec... C'est-à-dire que là, on est en train de lire Lordon. Je pense que j'ai pas besoin de vous dire ce qu'on en pense de Lordon. La dernière fois qu'on a lu un mec... On a lu le mec, mon ancien prof, qui nous disait que manipuler c'est cool, quand même. Il faut bien manipuler les gens, parce qu'après tout, y a plein de gens qui nous manipulent, donc autant manipuler les gens. Et le livre encore d'avant, qui était un mec, c'était encore pire. Alors attention, trigger warning, sexisme, incel, etc. Le premier livre qu'on a lu sur la chaîne et que j'avais dérouillé, mais alors je l'avais défoncé tellement c'était infâme, c'était un mec qui nous expliquait qu'il était tout à fait normal d'insister et de forcer une meuf, parce qu'en fait quand une meuf vous dit non, en fait c'est qu'elle vous dit oui, mais c'est que vous n'avez pas suffisamment fait de demande. Et donc elle finira par vous dire oui si vous continuez. Donc il faut continuer pour qu'elle vous dise oui. Entre autres choses. Oui, on a lu ça. Ouais. Donc, du coup, oui, le constat est quand même assez clair. À chaque fois qu'on a lu des meufs, c'était bien, c'était intéressant, c'était approfondi, c'était cool. À chaque fois qu'on a lu des mecs, c'était au mieux médiocre, avec des présupposés complètement éclatés, et au pire, d'une violence phénoménale. Finalement, Lordon, c'est pas si mal, hein. Oui, c'est le moment où tu te dis, toute proportion gardée, finalement, Lordon, en vrai, on a vu pire. On a vu pire.
Ouais. Voilà, c'est pas un concours et pourtant on pourrait croire qu'ils en font un concours. Hein. Ouais. J'en ai fait 3 de plus de Léane Alestra. Bah, encore une fois, c'est une personne que je connais pas, mais du coup, je te fais confiance en vrai, Nils. Donc, je vais les ajouter. Je vais les ajouter clairement. Puis, au pire des cas, on fera une découverte ensemble hein, pendant les lives. Et puis voilà. Hein. Bon, on reprend Lordon. La masculinité, c'est un peu le concours du pire. Hein. Oui. La barre est si basse. Ah oui, avec les mecs, la barre est basse. Hein. Oui. Oui. En effet. Donc, il nous disait, non seulement tout un passé imaginatif est-il aboli, mais des imaginations inédites se font connaître. Imagination de manière neuve de faire communauté, c'est-à-dire de concrétiser, de donner déboucher sous la forme d'un nouvel objet de désir à l'effort collectif pour repousser les causes de la tristesse. Ce nouvel objet de désir que fait émerger la catastrophe, c'est une autre forme de vie possible. Imagination d'une manière collective qui a d'ailleurs pour effet de transformer Ich und Munk, les manières individuelles, manières de sentir et de juger en premier lieu, on l'a dit, d'apprécier le tolérable et l'intolérable, d'en déplacer la ligne de partage, celle du possible et de l'impossible également, et pour cause, les inhibitions de la peur ont été levées et le corps-esprit peuvent maintenant explorer ce qui leur était interdit de simplement envisager. Ah, ok. Ok. Ça, oui, j'ajouterai les bouquins. Bon. Qu'est-ce qu'il nous raconte Jean-Eudes, pour changer? Il nous dit, bah une fois que on a foutu du sbeul, et bah du coup ça va parce que les gens n'ont plus peur. Bon bah déjà ça c'est un présupposé qui est éclaté. Parce qu'en fait on peut toujours avoir peur et même je recommande fortement de continuer à avoir peur. Parce qu'en fait la peur c'est pas un mauvais c'est pas un problème, c'est pas un mauvais truc. La peur c'est ce qui vous permet de prendre conscience que là il faut faire gaffe à ça. Et donc du coup il faut vous préparer. Donc en fait dans un mouvement social, dans un mouvement de rébellion, de sédition, ce que tu veux, c'est ultra pertinent d'avoir peur. Pour être sur ses gardes. Et du coup ne pas se faire avoir. Donc en fait les gens doivent arrêter d'avoir peur. C'est complètement con d'avoir ce propos-là, de dire arrêtez d'avoir peur. Non, ayez peur. Bien sûr qu'il faut avoir peur. C'est un mécanisme normal, logique, biologique qui existe parce que c'est ce qui nous maintient en vie. Bref, bon à côté de ça, quand il nous dit que par contre une fois qu'on a fait un petit peu rentrer l'idée que effectivement on va se bolider tout ça, effectivement c'est vrai qu'on peut du coup se voir imaginer des choses qu'on ne voyait pas avant, parce que tant qu'on s'est pas résolu à franchir le cap, bah en fait on reste coincé. On reste coincé dans la vision qu'on a avant, et oui c'est vrai que bah, du coup on a du mal à y passer. Donc oui, ça en soi, ce présupposé-là, je suis plutôt d'accord avec. Personnellement, c'est aussi plutôt ce que moi je vois et que je ressens en soi. J'ai l'impression qu'effectivement, tant qu'on n'a pas passé le cap, qu'on va foutre le sbeul, c'est vrai qu'on peut rester dans un prisme de pensée qui ne nous permet pas de voir ce qu'on pourrait faire. Et que par contre, une fois que le cap est franchi, bah, le cap est franchi. Donc on ne peut qu'imaginer ce qu'on va faire après, et on peut éventuellement avoir des idées, des visions d'un futur possible qu'on n'a jamais eu avant. Ça en soi, ça me bat. Je pense que globalement, c'est aussi ce que je crois, c'est aussi ce que je pense. Ça ne m'étonnerait guère. Voilà, j'ai pas de preuves, on va dire, scientifiques, là j'ai pas d'études en tête qui me permettraient de dire oui c'est ça ou pas ça, mais j'avoue que personnellement mes accointances personnelles me laissent avoir globalement le même point de vue que lui. Je suis juste pas du tout d'accord sur le fait qu'il faut plus avoir peur et qu'une fois qu'on a plus peur, on peut y aller, etc. Non, au contraire, c'est parce que t'as peur que du coup tu vas être prête, parce que tu as peur que du coup tu vas pouvoir imaginer des choses qui sont viables, parce que du coup tu vas t'assurer que tu puisses pas te faire attaquer en cours de route. Alors que si t'as pas peur, bah, tu vas aller de manière un peu naïve droit dans ta direction, et puis bah, à un moment tu vas peut-être manger un mur parce que bah, finalement, oh mon dieu, il y a des contre-pouvoirs, oh en fait mon dieu, bah, il y a la répression policière, oh mon dieu, il y a ceci, cela, qui fait qu'en fait bah, ça va pas marcher parce que tu t'es pas préparé, parce que t'avais pas peur. Mais bon. Faut juste arrêter d'avoir peur, mais se préparer à être triste. Quand on nous dira qu'il faut être triste, quand notre tristesse servira à créer une lutte. T'as tout compris, c'est ça, c'est beau. Sixtine
16. Mais son contenu est top. Sa diction. Ok. Je continue à rattraper un petit peu, pardon. Pop. Surtout quand tu as des scarabées dans leur gros camion avec un lance-grenade et une mitrailleuse dessus. Quoi? Qui, que, quand? Hein? La béatitude du peuple bien dominé, hein, ouais. Et on voit bien ses objectifs hein, au Lordon. Mais oui, là on arrive sur la phase du bouquin où on est globalement proche de la fin et où en fait il nous explique grosso merdo que il faut motiver, il faut quelqu'un pour les motiver. Donc en fait les gens doivent se mobiliser en suivant la bonne direction indiquée notamment par des gens comme Lordon. Donc effectivement, tout le propos de son bouquin c'est de dire les gens sont cons, vous êtes tous trop cons, vous êtes tous extrêmement trop cons. Mais du coup, puisque vous êtes tous extrêmement trop cons, écoutez quelqu'un d'intelligent. Écoutez quelqu'un qui sait comme Lordon. Donc effectivement, là, on arrive sur la deuxième phase. Maintenant qu'on a fait le constat qu'on est tous des gros débiles, voilà, Lordon a fait le constat et du coup, grâce à Lordon, nous comprenons tous que nous sommes des gros débiles. Maintenant qu'on en est là, on se rend compte qu'il faut écouter la voix de la raison, la voix de l'intelligence, de la réflexion. Il faut écouter Lordon, qui est le phare, voilà, le phare de la pensée, la direction, le phare qui nous permettra d'arriver là où il faut, avec lui au pouvoir, ou des gens comme lui au pouvoir, qui feront les choses bien. Hein. Et il l'a redit, hein, il faut des dirigeants éclairés. Parce qu'il y a forcément nécessité d'avoir des dirigeants. Mais du coup, il faut des dirigeants éclairés, comme lui. Wep. Tous les collectifs en lutte connaissent ce moment de l'exaltation catastrophique, moment de joie intense, et elles sont passagères, qui suivent de découvrir sa propre puissance, de se découvrir une puissance dont on ne se croyait pas capable, et d'ailleurs dont on n'était pas capable vraiment, car telle est bien la loi de l'immanence, qu'il n'y a pas de réserve, pas de reste non actualisé, un corps est ce qu'il fait, et puis entièrement ce qu'il peut, inutile de dire il aurait pu. Cette phrase-là est un solécisme dans la grammaire spinozienne de l'immanence. Tout ce que le corps considéré, individuel ou collectif, pouvait, il l'a attesté en acte, car il n'y a pas d'autre attestation possible que l'en acte. Et Spinoza nie radicalement, tout en puissance, de là cet énoncé si perturbant et pourtant si central de la définition 6 d'éthique 2. Par réalité et perfection, j'entends la même chose. Quel type de gauchiste es-tu? Con triste, con effrayé, Nick Lordon finalement, con sbelé, coin. Très très beau sondage. Voilà. Tu n'as pas fait un sondage, il n'y a pas du tout marqué sur le sondage créé par Cicéron, bien sûr. Oh, Nils. Oh là 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 là. Et du coup, oui, il se répète toujours, il sait faire que ça. Et au-delà de ça, c'est toujours encore une fois la même chose, quoi qu'il nous raconte. C'est la répétition systématique est toujours une vision du monde qui est basée sur Spinoza et les écrits de Spinoza. Spinoza qui est cané depuis 4 putains de siècles. C'est incroyable. Et ce qu'il dit est toujours aussi con. Enfin, là, il est en train de nous dire « Ah, mais en fait, tout ce qui est fait, c'est le maximum de ce qui pouvait être fait. » Bien sûr que non. Parce que si tu pars du principe que tout ce qui est fait, c'est ce qui pouvait être fait et que rien d'autre n'aurait pu être fait, tu pars du coup dans une théorie qui, vous allez voir, qui va être géniale. Nous vivons dans le meilleur des mondes possibles. Tout ce qui a pu être fait a été fait. Si ça n'a pas été fait, c'est que ça ne pouvait pas être fait. Donc franchement, finalement, on est dans le meilleur des mondes possibles. Ah, c'est comme ça. C'est Lordon qui l'a dit, puisque... Enfin, techniquement, c'est Spinoza qui l'a dit, et Lordon qui redit que Spinoza a très très vrai quand il dit ça. Tout ce qui peut être fait a été fait. Donc si on l'a pas fait, c'est que c'était pas possible de le faire. Donc écoutez, vous vivez dans un monde qui par exemple est raciste, vous vivez dans un monde qui est par exemple sexiste, qui est validiste, etc. etc. Oui, mais c'est le meilleur des mondes possibles en fait. Parce que faut bien vous rendre compte que de toute façon, si le monde est comme ça, c'est qu'on n'aurait pas pu faire autrement. Est-ce que vous voyez pas un léger problème dans cette réflexion-là? Est-ce qu'il n'y a pas un petit truc qui vous fait dire que peut-être Lordon dit de la merde? Et littéralement, en plus, ce qui prouve bien ce qu'il dit, je vous recite le passage qu'il cite.
il cite Spinoza pour soutenir ce qu'il dit. Et Spinoza nous dit, par réalité, donc ce qui est là autour de nous, là maintenant, là, la réalité, par réalité et par perfection, j'entends la même chose. La perfection, la réalité, c'est pareil. La réalité, c'est la perfection. La perfection, c'est la réalité. C'est la même chose. On ne peut pas être mieux que ce que nous avons, puisque tout ce qui était possible a été fait. Si ça n'a pas été fait, c'est que c'était pas possible. Donc finalement, nous sommes dans le meilleur des mondes. Point. Incroyable, hein? Incroyable. Oui, Lordon dit de la merde depuis la page 1, pour changer. Je vois qu'il y a eu un vote qui s'est principalement axé sur Coin ou Nick Lordon finalement, mais c'est Coin qui a gagné. Solaris, c'est ton moment. Puisque les Coins ont gagné, vas-y. My name is Giovanni Giorgio, but everybody calls me Giorgio. Voilà. C'était mérité. C'était mérité. La victoire des canards, donc voilà. Bon, je reprends la médiocrité. Non pas, évidemment, la perfection panglossienne du meilleur des mondes possibles. Ah, quand même, tu penses à le dire. Mais la perfection de la détermination des choses. Donc en gros, il nous dit, ok, c'est pas la perfection dans le sens, on est dans le meilleur des mondes possibles. Voilà. Le monde est parfait tel qu'il est. Il nous dit, bah juste, les choses sont déterminées, et donc bah, on en est là où on en est parce que c'était déterminé. C'est le bruit que fait son cerveau, ça. Un petit chapelet de prout. Et je pense qu'il fait ça de manière constante. Je ne m'énerve pas plus ni plus fort, juste plus vite. Genre j'ai lu un mail et j'ai fait ah. Parfait. Il me fatigue, hein. Il me fatigue, hein. Il me fatigue. Je reprends. Rien de ceci n'exclut que le degré de puissance et l'étendue des effets puissent varier, s'élever notamment, mais pas sur le mode de la mobilisation d'un reste ineffectué, sur le mode d'une variation de la structure corporelle et corrélativement de ses capacités. Ce que le collectif en lutte peut, il ne le pouvait simplement pas quand il ne l'était pas, et maintenant il le peut. Peu importe que la chose lui apparaisse à tort comme l'actualisation d'une potentialité inexploitée qu'il signerait, idée fausse à tous les égards, la seule chose qui compte c'est que Inc et Nunc, ils puissent davantage. Pour le coup, tous le sentent, l'éprouvent, et cette nouvelle capacité à voir, bien sûr, avec la révocation d'impuissantisation ancienne, inhibition de la peur ou de la servitude imaginée ou incorporée. Car, dit Spinoza, tout ce que l'on imagine ne pas pouvoir, on l'imagine nécessairement, et l'on est par cette imagination même disposé de telle sorte qu'on n'a effectivement pas le pouvoir qu'on imagine ne pas avoir. Ah bah tiens, ça c'est bien, ça manquait. Ça, qu'est-ce que c'est? Eh bah ça, c'est effectivement un truc incroyable qui permet de dire que, en fait, la méritocratie. Là, littéralement, ça, là, cette phrase-là de Spinoza, c'est ce qui consiste à dire que tu as ce que tu mérites. Tu t'es imaginé que tu pouvais pas, donc tu ne pouvais pas. Et c'était vrai, puisque tu l'as imaginé, c'est devenu une vérité. Mais du coup, ce que ça sous-entend, et c'est sur ça que se base tout le mythe méritocratique, c'est sur ça que se base tout ce qui est le développement personnel et compagnie, c'est sur ça précisément qu'il s'axe, c'est si tu veux, tu peux. Puisque quand tu ne veux pas, tu te sabordes, bah en fait il faut vouloir. Parce qu'une fois que tu voudras, bah tu pourras. Tout ne dépend finalement que de ta volonté. Bah oui, c'est évident. Écoutez, moi je pense que je fais défaut de volonté. Je pense que je m'imagine trop
malheureusement ne pas pouvoir guérir de ma maladie génétique incurable. Et je pense qu'à partir de demain, je vais décider d'imaginer que ma maladie génétique incurable finalement n'existe plus. Et ça ira mieux. Elle va disparaître. Bah, si j'ai la volonté. Voilà. À un moment donné, j'ai la volonté, c'est bon, hein. Is ok, hein. Puis pareil, voilà, j'ai envie d'abolir l'État, et bah vas-y, je vais commencer à vraiment imaginer que j'abolis l'État, et puis bah si ça se trouve demain, l'État est aboli parce que je me suis dit, allez, vas-y, j'y vais. Parce que je suis motivé, j'y crois. Ah là 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 là. Je vais reprendre, hein. On va essayer de finir cette purge. Se mettre en lutte collectivement, c'est avoir brisé ce signe indien qui frappait tout d'impuissance. C'est quoi cette... C'est quoi ça? Se mettre en lutte collectivement, c'est avoir brisé ce signe indien. C'est quoi un signe indien? Je ne sais pas, hein. Littéralement, c'est là. Hop. Focus. Non, t'as pas envie de focus. Bon, il a pas trop envie de focus, mais je ne sais pas de quoi il parle. Je ne sais pas du tout ce que c'est censé symboliser ou quoi. Je ne comprends pas cette expression, je ne la connais pas. Se mettre en lutte collectivement, c'est avoir brisé ce signe indien qui frappait tout d'impuissance, qui retenait les puissances dans les seules formes appauvries qu'imposait l'institution et ses réquisites. Briser le signe indien, vaincre la malchance, briser le mauvais sort, interrompre une série noire. Mais what the fuck? Mais du coup, c'est genre vraiment full raciste? Genre vraiment? Calque de l'anglais Indian Shan, en référence au sort maléfique supposé être jeté par les chamans amérindiens contre leurs ennemis lors de la conquête de l'Ouest américain. Ok. S'emploie fréquemment après les verbes vaincre et briser. Et donc, du coup, on va dire qu'on s'en bat les couilles et qu'on passe à autre chose. Hein, peut-être pas relever tous les éléments racistes, il y en a déjà eu assez. Pour changer. Pour changer. Voilà. Comment la chose pourrait-elle être vécue autrement que sur le mode de la libération? C'était extraordinaire, ça nous a tous tourneboulé. Et quelqu'un encore qui utilise le mot tourneboulé? Oui, c'est juste un reflet de nos interactions avec d'autres peuples, hein, finalement. Attends, c'est quoi déjà? Ah oui, on est des gros colons de merde, c'est vrai. Fallait pas l'oublier, quoi. Mais bon, bref, lui, je pense qu'il voit pas de problème. Hein. Je pense que lui s'est dit, oh, c'est une jolie tournure, ils ok, tranquille. Bonjour par ici, bonjour Sayo. Sayoïste, tant que tu peux, si tu es de bonne humeur, fuis. On lit Lordon aujourd'hui. Et c'est dur. Mais j'espère que tu vas bien aussi bien que possible en tout cas. Et si tu décides de rester malgré tout, bah bon courage déjà, tu vas souffrir avec nous tous. Mais tu seras la bienvenue et on sera extrêmement joie que tu sois là. Je reprends la lecture. Ça peut pas être pire. Allez. C'était extraordinaire, ça nous a tous tourneboulé. Cette ambiance, tous ces gens, ces tantes, ces chansons, c'était extraordinaire, disent deux témoins de l'occupation de la Kabash à Tunis.
Il faut ces épisodes pour prendre conscience de ce qu'il restait totalement inaperçu, à savoir le formidable rétrécissement que la normalisation institutionnelle infligeait aux expressions de puissance individuelle et collective. Et les gens se mettent à faire des choses inouïes et pourtant élémentaires, mais d'un élémentaire qui leur restait interdit et même inconcevable. Se parler, en assemblée générale, se réapproprier des sujets qui leur échappaient, les sujets relatifs à leur existence collective même, parler autrement à des supérieurs, leur parler comme à des égaux précisément, occuper des espaces publics qui n'étaient que des lieux de passage pour en faire vraiment des lieux communs, une place en ville, un palier dans un immeuble de bureaux, des lieux du commun, où le commun se rassemble pour parler de ces choses communes, etc. Autant de petits et parfois grands affranchissements, d'avec 1000 invisibles interdictions, 1000 censures passées. Les sentiments les plus contradictoires se mêlent, celui d'oser en premier lieu, oser tout ce qu'on n'osait pas, dont on n'avait peut-être même pas idée qu'on pourrait le faire. Et la puissance relevée du collectif s'exprime d'abord dans l'audace, ce désir qui nous incite à accomplir un acte avec un risque que nos égos craignent de prendre. Éthique 3, carence des affects. Nos égos, c'est-à-dire ici peut-être ceux que nous étions avant d'oser. C'est toujours pas bien. Mais ça change pas d'habitude. Je vais boire un coup. Au moins c'est constant. On peut pas retirer ça à Lordon, il est constant. Médiocre, constamment, mais constamment. On n'est pas pris par surprise. C'est bien d'être constant, c'est un début. C'est un début. C'est un petit début. Constamment dans la fosse à purin, mais il y a encore des sacrées crevasses dans sa merde. Oui. Est-ce qu'on peut devenir triste si les propos de Lordon nous ont rendus insensibles? Parce que du coup, Lordon dessert sa cause. Ah, ça. Ça. Ouais. Bon, je reprends. L'audace est en même temps l'évidence, car on se demande comment on a pu interdire aussi longtemps des choses aussi élémentaires, au point que toutes ces conquêtes apparaissent peu ou prou comme de simples récupérations. Récupérations qui sont en fait des transformations de manière d'après la surrection d'un nouvel ensemble de valeurs et de normes. Transformées, mais jusqu'où? C'est la question que ne manque pas de se poser le réalisme anthropologique critique qui demande de voir les hommes tels qu'ils sont et non tels qu'on voudrait qu'ils fussent, et aussi tels qu'ils peuvent devenir, mais sans oublier de poser la question des conditions, des directions et de l'extension de ce devenir autre. Le devenir autre n'est pas une transfiguration de la nature humaine, une et commune à tous. Il n'est certainement pas le dépassement radical de cette condition générale que Spinoza nomme la servitude passionnelle, et de ce que, lorsque les hommes sont en proie aux affects qui sont des passions, ils peuvent être contraires les uns aux autres, éthique 4.34. Le devenir aussi continue de devoir composer avec les tendances passionnelles de la disconvenance. Celles-ci sont bien sûr susceptibles d'être modifiées comme leur proportion relative aux passions convenantes par l'environnement institutionnel. Modifiées donc, mais jamais totalement éradiquées. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Globalement, oui, tu changes, mais en fait, tu comprends que tu changes pas vraiment parce que en fait, tout est déterminé. Donc en fait, quand tu changes, finalement, tu changes parce que tu devais changer. Finalement, toi-même, de ton toi-même, tu n'as pas d'importance. Les transformations que tu n'as connues ne sont pas vraiment des transformations. C'était ce qui était normal et qu'il était prévu qu'il se passe. Voilà. Voilà. Tu ne dépasses pas ta condition, etc. Tu ne fais qu'être ce que tu étais censé être. Encore une fois, on a une vision du monde qui est extrêmement déterministe. C'est pas vraiment ma chapelle, on va dire. Voilà. C'est pas vraiment ma chapelle.
Je reprends. Lorsque les causes du malheur deviennent imaginées, libres plutôt que nécessaires, lorsque l'affect d'indignation se répand et fait passer leur point d'intolérable à un plus grand nombre d'individus, lorsque l'état de malheur est déclaré collectivement, c'est-à-dire converti politiquement, que s'émulent et se coalisent des désirs communs de repousser les causes d'une tristesse redéfinie comme commune, lorsque par suite la peur est contrebattue et ses asymétries vaincues, car le désir d'autre manière s'est rouvert, lorsque tout se produit, à la partie la moins forte de la multitude gagne en force, peut-être jusqu'à devenir la plus forte. Pour tout ordre institutionnel, il y a quelque part des points de butée globaux, qui font plus qu'allumer des foyers d'indignation locaux, le plus souvent récessifs, et déplacent pour de bon le rapport de puissance des différentes parties de la multitude. Malheur au pouvoir qui franchit ces seuils sans s'en apercevoir, car il est certain en effet que les hommes sont naturellement conduits à se liguer, soit en raison d'une espérance ou d'une crainte commune, soit dans l'impatience de venger quelques dommages subis en commun. Et puisque le droit de la cité se définit par la puissance de la multitude, il est certain que la puissance et le droit de la cité sont amoindris dans la mesure exacte où elle offre elle-même à un plus grand nombre de sujets des raisons de se liguer. TP 3.9. TP c'est quoi déjà? C'est pas l'éthique, je sais plus ce que c'est le TP. C'est un autre truc fait par Spinoza pour changer, mais je sais plus ce que c'est. Bref. À l'affect commun qui soutenait l'ordre institutionnel s'oppose maintenant une autre ligue passionnelle formée, elle, autour de ce qui indigne le plus grand nombre. Deux parties de la multitude désormais fragmentées, deux flux contraires de potentia multidinis entrent en conflit, et la mesure dans laquelle la puissance du souverain l'emporte sur celle de ses sujets devient incertaine, jusqu'au point d'inversion où alors il est balayé. C'était qu'une seule phrase. Non, il y a des petits points, mais c'est plus des points, point virgule et tout ça. En fait, tu vois que ça va ensemble. Tu vois que ça va ensemble globalement. Heureusement, il y a quand même des points. Il y a quand même officiellement des points. Bon, comme d'hab, il nous dit la même chose. C'est que, en fait, les gens, s'ils agissent pas, c'est juste parce qu'ils n'ont pas été sensibilisés. Voilà. Les gens n'agissent pas contre telle injustice, etc. Parce que là, en fait, pour eux, ça va, ils acceptent encore ce niveau-là, etc. Alors même que, encore une fois, il y a des relations de pouvoir au sein de nos sociétés, il y a des systèmes d'oppression, le peuple n'est pas uni ensemble en train de se faire diriger par de méchants politiques qui nous forcent à faire des trucs horribles, etc., etc. Non, le racisme est à différents niveaux dans la société, le sexisme est à différents niveaux dans la société, etc., etc. Si tu as une large majeure partie de la population qui ne bouge pas, c'est parce qu'ils s'en branlent, parce que c'est à leur avantage les différents systèmes d'oppression. S'ils bougent pas, c'est parce qu'ils peuvent se permettre de ne pas bouger, parce qu'ils s'en branlent et qu'ils en profitent. Et encore une fois, lui, il est en mode non, mais le peuple en fait n'est que un uni, mais il se fait diriger dans le mauvais sens. Mais au moment où tous les gens se rendront compte qu'ils se font diriger dans le mauvais sens, alors ils se lèveront main dans la main, tous ensemble, pour aller tout renverser les méchants politiques. Non, en fait, toujours pas. Ah mais bien sûr qu'il y a une négation totale des actions locales et individuelles. Pour lui ça ne compte pas, ça ne marchera pas. Puis de toute façon pour lui, pour se mobiliser, il faut que tu sois triste. Et il faut que tu aies conscience que tu es triste, déjà. Et que du coup, si tu es triste et que tu es tout seul à être triste, alors tu ne vas pas être motivé, tu vas pas réussir à motiver les gens, etc. Tu vas juste te suicider. C'est ce qu'il nous a dit. Et de toute façon, voilà, faut pas oublier ce que nous dit Loukoum. Ce que dit Lordon depuis le début, c'est que de toute manière, les gens du peuple sont des gros cons. Et que du coup, comme ce sont des gros cons, les gens ne peuvent pas choisir, ne peuvent pas faire des choses qui ont de l'importance parce que ce sont des gros cons. Il faut quelqu'un comme un Lordon, il faut un maître impensé, il faut quelqu'un qui soit là pour nous dire la bonne direction, c'est ça, pour votre propre bien, arrêtez de faire des trucs, écoutez-moi et allez là-bas. Voilà, c'est ce qu'il nous dit Lordon, il change pas. C'est ce qu'il nous dit depuis 146 pages. Encore une fois, au moins le seul truc positif qu'on peut dire sur un Lordon, c'est qu'il est constant. Et il est constant, ça oui, il est constant. Et il bouge pas. Oh, c'est vrai que c'est un peu ça. Rien à foutre de ta répression, va faire une révolution. Oui, mais seulement si c'est Lordon qui te le dit.
C'est... Ouais. Oui. C'est terrible, mais quand tu le dis, Résus, ça devient juste comique en fait. Je sais pas, moi c'est entre les deux, hein. Je suis fatigué. Je suis fatigué en vrai de tout ça. Oh là là. Bref. Voilà, c'est seulement quand c'est bénéfique parce que Lordon peut récupérer le trône, voilà. On va enchaîner, hein. Nouveau chapitre dans la joie et la bonne humeur. Ambivalence de l'affect commun. Il faut décidément prêter attention à cet énoncé de TP 3.9. Donc TP, vous m'avez dit, c'est... J'ai oublié, je l'ai lu. Traité politique, voilà. Et donc il faut décidément prêter attention à cet énoncé de traité politique 3.9, énoncé de la Ligue dans l'affect commun séditieux. Séditieux seulement? En réalité, et de manière assez paradoxale, le traité politique 3.9, comme va le montrer avec une extraordinaire intuition, Alexandre Materon, l'indignation et le conatus de l'état spinoziste, en 2011. Études sur Spinoza et les philosophies de l'âge classique. J'aime bien parce que, en fait, c'est là où on voit tout le niveau de médiocrité d'un Lordon. Donc là, il nous cite un mec, Alexandre Materon, pour montrer que Spinoza, il a trop bien tout compris de la réalité du vrai monde véritable futur maintenant. Et en fait, quand tu lis le titre du bouquin écrit par le mec, tu vois que le mec qu'il est en train de citer, en fait, de fait, dit bien que c'est pas actuel. Genre, le titre du livre d'Alexandre Materon, littéralement, c'est « Études sur Spinoza et les philosophies de l'âge classique ». Genre, littéralement, vous avez Lordon qui est en train de dire « Regardez, le monsieur, il dit que Spinoza, il a tout compris de maintenant. » Et quand tu regardes le titre du bouquin du gars, le bouquin te dit, littéralement par le titre, « Spinoza s'est dépassé ». C'est un talent à ce niveau-là que je trouve quand même assez phénoménal. C'est vraiment un truc où tu te dis, putain, pour réussir à faire ça, c'est beau quand même. C'est un tir contre son camp, hein, c'est... Ouais. Oui, mais c'est comme le film de tout à l'heure où il utilise un film sur la Commune de Paris pour dire que le système en place est immuable. Ouais. Ah oui, t'as arrêté ça, Céron? En fait, il nous cite Louise Michel pour nous dire « Oui, alors en fait, tout ce que je dis, c'est vrai. Parce que regardez, il y a un film, Louise Michel, qui nous dit qu'en fait, on essaye de défoncer le patron, mais on peut pas défoncer le patron parce qu'en fait, le patron, il dépend de machin. Mais en fait, machin, il dépend de machin. Et en fait, machin, il dépend de machin. Et donc, du coup, au final, eh ben, on crame tout parce que on sait pas qui c'est qui est responsable. Mais ça montre qu'en fait, le système, eh ben, il est immuable. » Et t'es là en mode bah non. Bah non. En fait. Non. Déjà, prendre comme preuve. Voilà. Prendre comme preuve que ce que tu dis est vrai, un film. Voilà. Je vais juste pas aller plus loin que ça, mais... Lordon, World Champion Mario Kart, il joue sur les raccourcis exclusivement. Mais si ça se trouve, on met Jarmou face à Lordon et c'est Lordon qui gagne. Hein. Et pourtant, elle envoie du pâté. Hein. Mais il faut croire que, effectivement, Lordon, il a une capacité à prendre tous les raccourcis du monde que je pense qu'il est capable de gagner n'importe quel championnat. Ouais. Impressionnant. Hein. À ce niveau-là, c'est impressionnant. Hein. C'est incroyable. Bon. On est reparti dans la joie et la bonne humeur. Donc, comme va le montrer avec une extraordinaire intuition Alexandre Materon,
prépare, on a dit TP, c'est quoi déjà? Traité politique 6.1. Puisque les hommes sont conduits par l'affect plus que par la raison, il s'ensuit que la multitude s'accorde naturellement et veut être conduite comme par une seule âme, sous la conduite non de la raison mais de quelques affects communs. D'un énoncé à l'autre, le même thème, l'affect commun. Mais alors, où est le paradoxe? Il est en ceci que Spinoza envisage d'abord l'affect commun dans son pouvoir destructeur, la ligue séditieuse dans l'indignation de traité politique 3.9, avant de l'envisager dans son pouvoir constitutif d'une multitude assemblée sous l'espèce d'une cité. Traité politique 6.1. Le paradoxe n'est nullement fortuit qui donne accès à l'une des propriétés les plus fondamentales de l'affect commun dans la théorie politique de Spinoza, son ambivalence et, partant, son pouvoir morphogénétique. L'affect commun est le principe général de tout ce qui arrive au corps de la multitude, constitution, institutionnalisation, destruction. C'est donc la même force qui opère dans un sens ou dans l'autre, et l'État périt par le même mécanisme passionnel général qu'il avait institué. De travaux traité politique 3.9 à traité politique 6.1, l'ambivalence de l'affect commun en fait donc voir la généricité. Qu'est-ce que ce mot généricité? Et décourage si besoin était d'en faire le modèle exclusif de quelques lyrismes insurrectionnels. L'affect commun œuvre dans tous les sens et pour le pire comme pour le meilleur. Bon, du coup, là, ce qu'il nous raconte, c'est... en fait, quand les gens ils se mobilisent ensemble, ils sont capables de créer des trucs et puis de tout casser. Oui. Et en fait, le problème, c'est que, comme d'hab, il en arrive au point de nous dire que là, actuellement, ce qui est mis en place comme, par exemple, institution, etc., et finalement, ça relève de l'affect commun. Si aujourd'hui, on a une république, 5ème république, c'est parce que l'affect commun a fait qu'on a mis en place la 5ème république. Et c'est pas du tout, par exemple, un putsch militaire mené par un putain de président qui voulait avoir une position monolithique de pouvoir. Pas du tout, hein, bien sûr. C'est pas du tout parce que tu as une petite part de population qui est en situation de pouvoir avec des rapports de force complètement asymétriques au sein de nos sociétés qu'il peut y avoir l'émergence de tout un tas de, par exemple, je ne sais pas, des tyrannies, etc. Non, bien sûr que non. C'est l'affect commun, hein, c'est l'affect commun qui a permis d'avoir tel système tyrannique, bien sûr, bien sûr. C'est pas du tout qu'il y a des fachos qui sont armés et qui vont buter les gens en face. Pas du tout. Pas du tout. Voilà l'affect commun de Charles de Gaulle. Ouais. C'est quand même con hein, de réussir à passer absolument à côté de toutes les avancées possibles qu'il y a eu en sciences humaines et sociales en 4 siècles. Hein. C'est quand même fort, hein. Vouloir faire un truc qui est pertinent à notre époque et de systématiquement zapper tous les trucs pertinents de notre époque, c'est beau. C'est beau. C'est très très beau. Pitoyable, hein, mais il y a une certaine beauté, oui. C'est ce moment où vous voyez l'oiseau qui essaye de décoller de cette branche, qui essaye de se lancer, de prendre son envol, et qui, au moment où il a enfin quitté cette branche, qu'il écarte du coup ses ailes, il se rend compte qu'en fait c'est un éléphant, et qu'il n'a pas d'ailes, et qu'il se crase comme une grosse merde. C'est cette beauté-là, voilà. On voit toute la croyance et toute la beauté, il y croit tellement qu'il est en train de prendre son envol, tel grand penseur qu'il est, le petit Lordon, et en fait non. Et en fait non. Cette image du futur, n'est-ce pas? Voilà. Pour moi, Lordon, c'est ça. Pour moi, Lordon, c'est un éléphant qui croit qu'il est un petit oiseau en train de décoller. Mais en fait, non. Ceci dit, il va bien réussir à être, on va dire, en l'air quelque temps.
Ah bah dans ma tête, ce qui reste de beau à Lordon, c'est la pitié que j'y porte. Oui, mais c'est exactement ce que je voulais traduire. Ouais, c'est le fait que au moment où il est en train de se jeter, la forme de beauté, c'est justement que lui, il y croit encore. Tu vois, lui, il est encore dans sa tête de ah, je vais décoller. Tu vois, c'est cette beauté-là, un peu naïve. C'est ça, la beauté qui lui reste. C'est la seule chose qui lui reste. Et nous, on est là à regarder, on se dit non, mais tu vas t'écraser comme une merde. Et t'as un peu de la pitié. Ouais, voilà. Ouais. Bref, je reprends. Et j'ai pas envie, hein. Qu'il soit mobilisable pour le pire, c'est Spinoza lui-même qui va le laisser entendre dès ce premier article du chapitre 6 du traité politique. La multitude veut être conduite comme par une seule âme. Sous la conduite non de la raison, mais de quelques affects communs, craintes communes, espoirs communs ou impatience de venger quelques dommages subis en commun. Encore une fois, on revient sur la même idée. En fait, le peuple va ensemble. Y a toujours cette même idée, c'est que pour lui, tout le peuple il est uni et c'est juste que le peuple il est amené dans la mauvaise direction par des gens mal intentionnés, etc. Mais tout le peuple il va dans le même sens. Hein. Tout le même peuple il a qu'une envie, c'est d'aller dans le même sens. Hein. Si t'as pas envie, on arrête. Que dirait Glitch? Mais Glitch, elle est occupée à faire des jets de dés. Mais juste, ouais, non. Bref, Bidi, vraiment, il me... À quoi l'État est-il donc, entre autres, susceptible de régner? À la peur et à la haine, voire un mélange des deux, car l'État peut lui-même terroriser directement ses sujets. État totalitaire, État policier, État de surveillance. Non mais l'État, en fait, en général. L'État, en général, en fait. De fait. L'État, de fait, va forcément prendre le pas sur tout un tas de personnes. En fait, il n'y a aucun moment où ton État ne va pas jouer sur la peur et la haine. C'est le principe même d'un État. Genre... Oh, bordel de merde. J'étais en train de me dire, mais qu'est-ce que vous racontez? Et je viens d'ouvrir Discord. D'accord. Elle est parfaite. Parfaite. Je reprends. Mais il peut aussi tenir ses sujets par la peur commune d'une entité tierce, qui ne voit la brûlante actualité de cette possibilité. La réalité qu'une lucidité analytique minimale impose de voir, c'est que le terrorisme est la bénédiction objective des gouvernants, ou plutôt de l'État considéré comme agent structural, en effet, plus que des gouvernants particuliers qui en occupent transitoirement la place, car après tout, il est toujours possible, aléa de la réception passionnelle, que l'avènement se retourne contre eux, par exemple en accusation d'impéritie. Si cependant l'événement ne fait pas leur fortune à eux, il fera celle des prétendants qui aspirent à prendre leur place, à occuper à leur place la place de l'État, actionné par une clique ou bien par une autre, car l'État structure qui profite de l'agression externe, laquelle n'a de son point de vue que de bonnes propriétés. C'est que l'affect commun de terreur écrase tous les autres affects de rang inférieur investis dans la conflictualité ordinaire du monde social et soude le corps collectif d'un bloc autour de l'État. Bon, bah là, du coup, qu'est-ce qu'il nous raconte? En gros, il nous dit « Ah, vous avez vu, l'État, il va utiliser la peur et tout ça. Et donc, du coup, bah, par exemple, ils vont utiliser le terrorisme pour dire que, bah, en fait, c'est justifié tout ce qu'ils font, etc., etc. » Sauf que, en fait, pourquoi est-ce qu'il y a du terrorisme? Pourquoi est-ce qu'il y a du terrorisme? En général, quand il y a du terrorisme, c'est parce qu'il y a tout un tas de trucs oppression, genre le colonialisme, qui se mettent en place. Voilà, au hasard. Si vous prenez un mouvement qui est terroriste, à l'heure actuelle, on peut prendre par exemple le Hamas. Le Hamas est un mouvement qu'on pourrait qualifier probablement de mouvement terroriste, qui est d'extrême droite, qui est extrêmement violent, etc. Vous croyez qu'il vient de nulle part? Bah bien sûr que non.
Pourquoi est-ce qu'il s'est créé, le Hamas? Il s'est créé parce qu'ils sont en train de se manger de la colonisation, ils sont en train de se manger un nettoyage ethnique constant. Donc forcément, vous avez des gens qui vont mettre en place des mécaniques insurrectionnelles, et potentiellement, dans ces mécaniques insurrectionnelles, ça va peut-être être des gens d'extrême droite qui vont prendre le pouvoir. Ce qui a eu lieu, en l'occurrence, avec le Hamas, et qui a été très largement favorisé, notamment par Israël. Israël a très bien profité de justement financer, de faire en sorte que tout ça, ça se mette bien en place, parce que du coup, ça leur donnait une justification à avoir des actions de plus en plus violentes, et jusqu'à arriver aux événements actuels, où on est en train de bombarder tous les Palestiniens sans distinction, sous prétexte que, le méchant Hamas, sauf que, en fait, non, ça marche pas comme ça. À la base, le Hamas, comment est-ce qu'il s'est créé? Il s'est créé en réponse aux violences qu'il subissait, aux violences que les Palestiniens subissaient, en fait. Donc partant de là, je trouve ça comique. Et encore une fois, Jean Billy là, il n'est pas capable de voir ça. Il n'est pas capable de le voir. Il ne sera jamais capable de le voir. D'ailleurs, je serais curiosité de savoir qu'est-ce qu'il nous dirait actuellement. Est-ce qu'il serait fervent défenseur d'Israël à nous dire « Oh, t'es caté, tout va très très bien ». Probablement, ça m'étonnerait pas. Franchement, ça m'étonnerait pas un instant que la position d'un Lordon sur la situation actuelle, ce serait de nous dire « Oh, c'est très très triste ce qui arrive en fait aux Palestiniens, mais c'est normal qu'Israël se défende. » Sûrement qu'il nous sortirait quelque chose comme ça. Parce que je vois pas comment est-ce que, vu sa vision du monde, il pourrait avoir une autre approche. Je vois pas. Je le vois pas dire que le Hamas, à la base, c'est un mouvement insurrectionnel. Je pense pas. Alors que pourtant, c'en est un. On peut retourner le truc dans tous les sens. On peut dire que c'est un mouvement insurrectionnel d'extrême droite, qui est violent, qui a des mécanismes extrêmement délétères, qui fait aussi du tort à des Palestiniens, entre autres, etc. Il n'y a pas de problème là-dessus, mais ça change pas que ça reste quand même à la base un mouvement insurrectionnel, c'est quoi. Probablement bien campiste, ouais. Bref. Je continue. L'heure de l'explication des 3 violences, c'est-à-dire... J'ai pas suivi, Nils. J'ai pas suivi ou ça m'évoque rien là comme ça, les 3 violences. Tu parles de tout ce qui est violence légitime, etc. Peut-être, je sais pas, je suis pas. Je reprends la lecture en attendant. C'est que l'affect commun de terreur écrase tous les autres affects de rang inférieur, investis dans la conflictualité ordinaire du monde social, et soude le corps collectif d'un bloc autour de l'État. Tout le paysage passionnel de la cité se trouve d'un coup arasé et recouvert par l'unique affect de la crainte commune et de l'impatience de venger quelques dommages subis en commun. Les luttes sociales dans lesquelles l'État se débat ordinairement sont instantanément secondarisées au profit de la lutte principale, déclarée lutte unique contre le terrorisme. Et de même, le bruit de fond permanent de contestation du pouvoir se trouve-t-il réduit au silence, qui peut bien trouver à redire à l'État qui nous protège. L'acclamation des forces de police, les niveaux de popularité stratosphérique des gouvernants, ou alors des prétendants, les défilés de masse ne sont-ils pas autant de manifestations extrêmement concrètes et parlantes de la puissance de cet affect commun ? Oh là là. Violence de l'État, violence révolutionnaire, violence répressive. D'accord. Violence de l'institution, réponse, et je trouve plus le mot du dernier, il veut pas venir. Violence policière qui réprime les manifs. Ok. Et après, le fait de ne pas qualifier ça que comme terroriste dépolitise le truc. Les actions sont terroristes, mais comme celle du gouvernement d'extrême droite de Netanyahou. Mais oui, complètement. Et Céron gère toujours. Elle est super douée. Voilà. Non, mais Céron, il faut toujours avoir une Céron sous la main. Voilà. C'est pour ça. Bon, Jean Billy nous dit, comme d'hab, des trucs très basiques et très nuls. Ça ne change pas. Parce que est-ce qu'on a des popularités stratosphériques sur les gouvernants? Vous trouvez que là, à l'heure actuelle, un Macron a des niveaux de popularité stratosphériques? Vous trouvez que n'importe quel politique, à l'heure actuelle, a des niveaux stratosphériques de soutien? Vraiment? Il a plutôt une popularité à un niveau lithosphérique. Elle est très bien. Elle est très bien.
Dans notre société, la vigilance de l'État est pas questionnée. On juge la vigilance révolutionnaire, on glorifie... Ah, la violence, pardon. Dans notre société, la violence de l'État n'est pas questionnée. On juge la violence révolutionnaire et on glorifie la violence répressive. Tout à fait. Carrément. Carrément. Carrément, carrément. Je reprends. L'empressement du pouvoir étatique à le récupérer, à le faire durer, à s'en soutenir, n'atteste-t-il pas également de la qualité exceptionnelle de la ressource passionnelle qu'il y voit? Comme s'il y avait de connaissances confuses, qu'en réalité il ne tient jamais que par ça, que son pouvoir est toujours d'emprunt et qu'avec des événements pareils, si les choses tournent bien, son crédit épuisable est rechargé au-delà de toute espérance. Coucou Dark. Oh, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu, j'espère que tu vas bien. Sa popularité est dans un retour à la Moria. Oui, en effet. En effet. Bon, là en gros il nous dit, ce qu'il nous avait déjà dit, vous savez en fait un gouvernement est en place parce que nous les gens on lui a accordé crédit, par le vote. Donc déjà ça c'était un présupposé qui était exceptionnellement pété. Mais selon Lordon, le gouvernement et les États sont en place parce qu'on vote pour eux. Oui, c'est très drôle. Oui, c'est très très drôle. Au mieux, c'est d'une naïveté confondante. Parce que, comme d'hab, encore une fois, ça ne change pas. Les rapports de force. Les putains de rapports de force existent. Les putains de rapports de force existent. Donc en fait, pourquoi est-ce qu'on a un système de vote? Parce qu'on nous force à avoir un système de vote. Vous avez des taux d'abstentionnisme phénoménal. Ça n'empêche en rien de continuer à fonctionner avec ça. Parce que c'est pas nous qui faisons le fait de donner du pouvoir ou pas à l'État. C'est l'État qui le fait, notamment en se basant sur la violence répressive et compagnie. Oh, incroyable, Lordon, t'aurais pu comprendre un truc dans ta vie. Juste en arrêtant d'utiliser ton gros cerveau 30 secondes que de toute manière apparemment tu n'es pas capable d'utiliser. Mais bon. D'ailleurs, Hollandaise Dungeon, est-ce qu'il est bien? Je t'avais posé la question sur Steam, mais t'avais pas dû pu voir et me répondre. Non, j'ai pas vu. Tu m'as posé un message sur Steam? Tu l'as fait quand? Peut-être que tu l'as fait un soir et que j'ai pas vu, que j'ai éteint le PC sans faire gaffe, mais j'ai pas de notif de message non lu ou quoi. Et pour te répondre, il est très cool. J'aime beaucoup Endless Dungeon, je le trouve beaucoup plus intéressant et cool que... Il y a au moins une semaine. Ah oui, alors non, je l'ai pas... Mais j'ai pas eu de notif ou quoi. Enfin, j'ai pas tilté si j'en ai une, je suis désolé. J'étais en game sur le jeu. Alors j'ai pas dû faire attention du tout. Je suis désolé du coup, désolé. Mais très très bien, moi je m'éclate dessus, je trouve que le jeu est très très cool, vraiment très fun. Très agréable, beaucoup plus dynamique, beaucoup plus prenant parce que tu gères ton personnage directement et non pas vu du dessus où finalement tu laisses faire le combat en auto-attaque, etc. Là t'as vraiment à gérer comment est-ce que tu te positionnes, etc. Et je trouve que vraiment ça marche très bien, très 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 plaisant, beaucoup plus intéressant en multi que en solo. Ça aussi par contre, je m'amuse beaucoup en solo, mais franchement c'est mieux avec des gens, c'est grave mieux avec des gens. Si jamais je vais poster les rediffs, parce que j'ai fait des épisodes de présentation du coup, je vais poster les rediffs sur YouTube, je pense probablement d'ici une semaine et demie, grosso merdo, dans ces eaux là. Si t'as envie de voir un petit peu à quoi ça ressemble exactement, voilà. Franchement moi j'ai bien aimé, non franchement moi j'ai bien aimé. Bref, je refocus ficus sur le livre. Lordon me saoule. L'angle mort de ce livre, c'est vraiment la société répressive. Ah bah ouais. Venant d'une personne blanche bourgeoise, anyway, vécue dans les ans... blanche bourgeoise, aisée peut-être, vécue dans les ans toute sa vie, on ne peut rien attendre de plus. Non, clairement. C'est phénoménalement médiocre, mais je suis pas étonné. Enfin voilà, à un moment donné, on n'est pas étonné quoi. Mais bon, bref, je dois filer, je reste en lurk, peut-être à plus tard. Et bah des bisous, merci beaucoup d'être passé, ça fait plaisir de te revoir un petit peu. Et du coup, bah bon courage si t'as pas mal de taf, j'ai cru lire que t'avais pas mal de taf, courage, j'espère que ça se passera bien, aussi bien que possible, malgré le taf. L'angle mort de Lordon, ben c'est Lordon. Oui. Bon, on reprend, je sais même plus où j'en étais dans cette merde.
Ah oui, il est en train de nous dire que du coup, quand il y a un événement de société qui se passe, et ben il regagne un petit peu de crédit, hein, comme un téléphone qui se déchargerait. Il regagnerait un peu de crédit pour continuer à se maintenir encore un petit peu. Alors que pareil, encore une fois, c'est une question de relation de pouvoir. C'est enfin... Ah ben c'est déjà bien, Nils. Bravo. Félicitations. Comme les grandes enquêtes financières se règlent sur le principe du follow the money, les grandes enquêtes politiques devraient avoir pour maxime follow the affect. Mais qui ne voit le champ ouvert à l'analyse passionnelle par les dynamiques politiques du terrorisme? À quel degré le mimétisme des affects se trouve-t-il modulé par l'affinité avec les victimes? Quelles intensités compassionnelles différenciées va-t-il en résulter? Quelles modifications éventuelles, répétitions des attaques entraînent-elles, puisque un seul et même homme peut être affecté par un seul et même objet de manière différente à des moments différents? Comment la formation des affects collectifs se trouve-t-elle déterminée selon que l'attaque est la première, ou bien qu'entre autres dans un régime de terreur chronique? Comment les attaques restructurent-elles passionnellement les clivages internes du corps social? En jettent-elles certaines fractions les unes contre les autres? Transcendent-elles le jeu ordinaire des divisions politiques institutionnelles pour produire des unions nationales, ou bien sont-elles, en cas de chronicité, réintégrées dans ce jeu pour en aiguiser les oppositions ordinaires? De quel degré de puissance le corps politique fait-il la démonstration? Va-t-il aux réactions aveugles de violence vindicative? Y pousse-t-il ses gouvernants, ou bien s'y laisse-t-il tirer par eux? Ou se montre-t-il capable de rationalité endurante, c'est-à-dire de maintenir pendant l'épreuve l'effort de comprendre avant d'agir? Bah du coup il nous dit ça serait intéressant en fait pour comprendre la politique de surtout suivre les émotions, les affects, tout ça. Et du coup, le problème, c'est que si on commence à comprendre et analyser les affects, on va se rendre compte que vraiment, il y a des trucs qui sont violents et qui sont durs dans la société. Et du coup, ça va peut-être changer la société, mais de plein de manières qui sont pas prévisibles. Et du coup, ça serait compliqué. Et du coup, faut aussi se poser la question finalement de les politiques, ils comprennent tout ça. Et du coup, finalement, c'est peut-être bien d'avoir un politique qui comprend tout ça pour nous amener au bon endroit. Parce que si on fait juste l'analyse émotionnelle de ce qui se passe, les gens ils vont réagir de manière imprévisible. Tout ça pour dire quoi au final? Pour dire il faut un chef éclairé. Encore. Toujours. C'est vraiment l'idée de son bouquin, cette putain de thèse qu'il veut nous mettre en avant, c'est il faut un chef éclairé. Voilà, il faut un chef éclairé qui est capable de comprendre avant d'agir. En tout cas, les bénéfices du pouvoir à faire vivre les sujets dans la peur sont potentiellement immenses, car le pouvoir n'a pas d'autre obsession que de maintenir la cohérence de l'ensemble à sa tête duquel il s'est placé, maintenir cette cohérence sous son égide. Sa hantise est que ne se constitue une autre cohérence, mais formée pour la battre. On reconnaît les amis du pouvoir au partage de cette obsession, et notamment à leur ardent désir que rien ne vienne évaporer l'affect de la peur-haine providentielle. Surtout que rien ne revienne, ou le plus tard possible, des affects antérieurs. Surtout demeurer le plus longtemps possible, non pas même dans la commémoration, mais dans la macération des passions tristes. Et l'on croirait lire Deleuze dans le texte, le tyran a besoin de la tristesse des âmes pour réussir. Merveille, en tant que les esprits sont entièrement occupés par les terroristes, on ne parle plus des luttes sociales, des luttes de classe, du capitalisme, ni même de contester l'État. Au contraire, tout n'est qu'invitation à s'en remettre à lui, à s'abandonner à son ordre. Les passions tristes amenuisent la vitalité, mais c'est égal. L'État ne vise pas la majoration de la vitalité, bien trop dangereuse, toujours susceptible d'échapper à ses canalisations et de se retourner contre lui. Lui n'a en tête que de régner, et que ses sujets combattent pour leur servitude comme si c'était pour leur salut. C'est marrant parce que moi en fait je connais pas mal de milieux mine de rien militants où au contraire la question du terrorisme nous fait poser la question du pourquoi le terrorisme et du coup de pourquoi il faut absolument abattre l'État. C'est marrant hein.
c'est marrant. Mais lui, il voit pas ça. Non, lui, il y a du terrorisme, c'est qu'il faut agir contre le terrorisme. Donc on donne tout à l'État, vas-y, t'es caté. Faut croire que peut-être que si c'était pas un abruti de connard de bourgeois de merde, peut-être qu'il pourrait voir autre chose, mais non. Donc faut être triste, mais si on est passionnément triste, alors c'est mal. C'est un usage du mot passion type 12-10. 12-10 ? C'est-à-dire, j'ai pas compris. 1210 ? Là comme ça j'ai pas la ref. Je vous avoue qu'à 17h15 alors que ça fait quelques heures qu'on lit Jean Connard, Qu'est-ce qu'on peut dire à quelqu'un en études de psycho à qui on impose des cours de psychanalyse ? Tout cramé, nique ta race. Pardon. Un brusque retour de ce que j'ai vécu il y a longtemps. On leur dit qu'il faut tenir le coup, qu'il y a plein d'autres endroits où il y a plein d'infos qu'on peut récupérer et qui sont bien et pertinentes, que ouais c'est vraiment de la merde la psychanalyse, mais on est dans un pays qui est très profondément psychanalytique. Et donc il faut tenir le coup jusqu'au moment où on peut enfin envoyer tout péter. Je vais filer le podcast qu'on avait déjà écouté ensemble. C'est bien, c'est très très bien. Est-ce que la personne a conscience que la psychanalyse c'est de la merde ? Ça aussi c'est une bonne première question, en fait. Est-ce qu'elle a conscience que c'est de la merde ou pas ? Vu que tu as marqué on impose, pour moi c'est qu'elle a conscience que c'est de la merde cette personne, et donc du coup, disons que plus le taf c'est de la rassurer sur le fait que tôt ou tard elle pourra s'en débarrasser. C'est plutôt ça. Si à contrario la personne n'a pas encore compris, n'a pas encore vu à quel point c'est une pseudo-science ultra merdique, là effectivement le podcast peut être un bon début. Ça peut être un bon début. Sinon ma chaîne, voilà, ma chaîne Twitch, ma chaîne YouTube, ça peut être un bon moyen aussi, éventuellement. Pourquoi pas. Bon, je reprends Jean Billy qui est comme d'hab médiocre. Cette recette du pouvoir, nous dit Spinoza dans le traité théologico-politique, est vieille comme l'État hébreu. Quoi ? Dont la cohérence de faire est soutenue par la ferveur pieuse et la haine théologique, l'une pour le dedans, l'autre pour le dehors, et en fait les deux faces de la même médaille. Quelques millénaires plus tard, ces ressorts passionnels du pouvoir sont toujours disponibles. Pavoisement tricolore sur ordre gouvernemental et haine de l'étranger musulman sont les actualisations les plus récentes d'une ressource semble-t-il inépuisable. Qu'est-ce qu'on disait tout à l'heure sur son positionnement ? On disait quoi déjà ? J'aimerais être de gauche, quoi. Non mais, franchement... On disait que probablement que sur la situation actuelle, Israël, Gaza, probablement qu'il serait du côté d'Israël. En disant un truc du genre, oui mais quand même le Hamas, il est méchant. Donc finalement, les Palestiniens lui ont un petit peu cherché. Probablement qu'il aurait ce genre de positionnement. Très probablement. Ça, en tout cas, ça ne m'étonnerait pas. Et là, qu'est-ce qu'il nous sort ? Il nous sort la phrase « Cette recette du pouvoir, nous dit Spinoza dans le traité théologico-politique, est vieille comme l'État hébreu, dont la cohérence de faire est soutenue par la ferveur pieuse et la haine théologique, l'une pour le dedans, l'autre pour le dehors, ayant fait les deux faces de la même médaille. Quelques millénaires plus tard, ces ressorts passionnels du pouvoir sont toujours disponibles. Pavoisement tricolore sur ordre gouvernemental et haine de l'étranger musulman sont les actualisations les plus récentes d'une ressource semble-t-il inépuisable. Voilà, je pense que du coup notre réponse sont là. Hein. On sait très bien quel positionnement il aurait. Qui les attise et au contraire qui les combat? Aux réponses de ces questions, on sait que l'État a su contrôler. Et pour quel projet?
se fait à le récipiendaire, le délégataire naturel du désir de la multitude de venger quelques dommages subis en commun ou de celui de recevoir protection contre un objet de crainte commune, quitte d'ailleurs à ce que, parfois, l'objet n'existe qu'en imagination ou qu'il n'y soit maintenu hors de proportion avec sa consistance réelle. La peur, la haine, il y a de cela aussi dans les affects communs politiques. Et encore une fois, du coup, qu'est-ce que ça traduit? La haine de l'étranger musulman, ça veut donc dire que si t'es musulman, t'es un étranger. T'es pas dans le peuple. C'est marrant quand même. C'est quand même marrant que exactement ce que je vous ai dit, il y a de ça quand même quelques chapitres et quelques lives en précédent. C'est marrant parce que sa formulation de phrase met toujours, par exemple, les personnes racisées en dehors du peuple. Et qu'est-ce qui se passe là? Eh bien en fait pareil avec les musulmans. Les musulmans ne sont pas le peuple. Ils sont les étrangers. Les étrangers musulmans. Littéralement, c'est ce qu'il y a écrit. Haine de l'étranger musulman. Parce que pour lui, tu peux pas être dans le peuple si t'es musulman. Et ça, c'est ce qu'on appelle être islamophobe. Ça, c'est ce qu'on appelle être raciste. Mais comme c'est dit avec des jolis mots et compagnie, t'as plein de trous de balles à gauche qui se disent « Ah putain, quel maître à penser ! Tant de profondeur, tant de réflexion, tant d'analyse, impressionnant !» Alors que non, c'est juste un putain d'islamophobe de merde. C'est juste un putain de raciste. Voilà. C'est vraiment juste le mec blanc bourgeois valide de merde, quoi. Ça me fume. Ça me fume. Et voir à quel point il est mis en avant. Et bonjour à toi Rouchou, j'espère que tu vas bien, que tu te portes bien. Merci beaucoup pour le follow. On est en train de rager sur Lordon. Et c'est vraiment une grosse merde. Voilà. J'espère que tu te sentiras bien avec nous, pour rager avec nous sur Lordon. Je suis fatigué de ce que je lis. Hein. Oh là là. C'est incroyable. Et le mec, encore une fois, il est mis en avant dans tellement de cercles à gauche. Lordon, c'est un philosophe de l'économie qui est donc très fortement mis en avant dans les milieux de gauche, dans les milieux militants de gauche, alors que c'est une sombre merde en fait. C'est un mec qui est très clairement raciste, hein, mais il a le racisme qui est joli. Hein, voilà, c'est pas le racisme comme à l'extrême droite, on va dire à la Zemmour, où c'est bien sale, qui fait bien tâche. Non, lui c'est le joli racisme, c'est le racisme avec un peu de fioriture, le racisme gouvernemental, le racisme qui te dit non mais je suis pas raciste, je suis pour la laïcité donc il faut faire disparaître les musulmans. Ouais, c'est ce genre de truc qui passe beaucoup mieux pour beaucoup de gens, alors que fondamentalement c'est exactement la même chose quoi. C'est une grosse merde. C'est une grosse merde. Genre vraiment, le mec est ultra raciste, il est ultra islamophobe, et le plus flippant, c'est qu'on le mette tellement en avant. Dans autant de milieux, on le met en avant parce que, oh, vous avez vu, il écrit vachement bien, vous avez vu, il parle vachement bien, etc. Alors qu'en fait, il écrit pas bien, il parle pas bien. Il utilise plein de termes académiques, plein de termes issus, on va dire, d'un niveau culturel bourgeois et très académique, donc avec beaucoup d'études, beaucoup d'années d'études derrière. Mais globalement, concrètement, c'est juste de la merde ce qu'il dit. Enfin... Et vraiment, ça me fume. Ça me fume de voir à quel point il est mis en avant constamment. Et à quel point il y a des gens qui ne comprennent pas, qui ne voient pas à quel point il peut être islamophobe, à quel point il peut être raciste. Genre là, littéralement, la phrase que je vous ai lue, il nous dit « Pavoisement tricolore sur ordre gouvernemental et haine de l'étranger musulman sont les accusations les plus récentes, une ressource semble-t-il inépuisable. » Parce que pour lui... l'étranger est forcément musulman, le musulman est forcément étranger. Ce qui est quand même la base, mais genre vraiment la base d'être islamophobe, qui est la base d'être raciste quoi. Eh ben non. À gauche, t'en as plein qui te disent non, TKT, c'est un gros penseur, is ok. Ça me fume, ça me fatigue. Ça me fatigue. Et du coup, s'il y a des gens pour l'élever au rang de maître à penser, est-ce qu'en fin de compte, il a pas raison de dire qu'ils sont cons? Bah non, moi je dirais pas qu'ils sont cons, moi je dirais qu'ils sont racistes. Surtout. Parce que ça aussi, c'est un truc qui est un gros problème. Beaucoup de gens, et bonjour à toi Mayou au fait au passage, j'espère que tu vas bien aussi bien que possible en cette belle journée. En fait, beaucoup de gens à gauche ont tendance à croire et à vouloir croire que parce qu'ils sont à gauche, parce qu'ils sont plutôt progressistes, alors du coup ils ne peuvent pas être racistes, ils peuvent pas être islamophobes, ils peuvent pas être misogynes, ils peuvent pas être validistes, etc. etc. Mais en fait, non.
Les gens ne sont pas des cons parce qu'ils suivent des gens comme un Lordon ou quoi, en fait. Non. Les gens à gauche ont exactement les mêmes biais que les gens à droite, en fait. Et justement, en voulant absolument mettre très très loin d'eux, tous ces biais-là, en disant non, mais le racisme, l'islamophobie, ceci, cela, c'est que à droite, c'est pas nous. La seule chose que ça fait, c'est que mécaniquement, ils sont d'autant moins capables de le voir chez eux. Parce qu'ils les tiennent éloignés. Parce qu'ils préfèrent se dire que non, c'est à côté. Tiens, je reviens et on fait une boucle temporelle, on répète la même chose qu'à midi, c'est ça l'effet Lordon. Ouais. Et il tient des théories de gauche à laquelle certaines personnes peuvent s'identifier parce qu'elles n'ont pas de construit sur ces AP. Mais oui. Il y a plein de gens qui sont arrivés sur mes lives où on a commencé à lire Lordon et qui me disaient « Ah mais moi j'aime bien Lordon !» Puis ils ont passé genre juste parfois 10 minutes, 20 minutes sur le live et ils ont dit « Ah en fait c'est de la grosse merde !» Ah mais en fait je l'ai jamais vraiment compris et écouté, mais là en fait qu'on fait ça, en fait je vois que c'est absolument horrible. Et là un coup tu fais ah bah oui. Mais parce que beaucoup de gens n'ont pas eu le temps, n'ont pas les ressources nécessaires pour se construire sur certaines questions. Alors quand tu vois que dans les milieux à gauche, les milieux militants, il est autant mis en avant, bah si t'as pas eu le temps de te poser ces questions-là, si t'as pas eu le temps d'aller travailler un peu en profondeur ce qu'il raconte, ce qu'il dit, bah tu suis. Voilà, tout simplement, tu suis. C'est Yale de préférence, tout ce qui est neutre, ou sinon alterner de l'un à l'autre. Si vous avez du mal avec tout ce qui est neutre, je ne le prendrai pas mal. Et merci du coup de poser la question, c'est fort sympathique. Il y a une commande si jamais, hop, je me permets de faire pronom. Voilà, tu as un petit outil qui permet, oui c'est bon, ça l'a fait. Je me disais pourquoi je le vois pas, mais c'est bon, ça l'a mis la commande. Tu as un petit outil qui permet à la fois de voir les pronoms des gens, s'ils ont activé le truc, ou de toi pouvoir mettre justement tes pronoms potentiellement. Ce qui fait que du coup ça permet justement d'aider aux gens à pouvoir simplement, sans trop de soucis, pouvoir ne pas mégenrer les gens. Par contre, il marche pas sur tous les navigateurs, c'est le problème. Il marche sur Chrome, mais sinon il marche pas sur d'autres navigateurs. Alors par contre, je sais pas quel navigateur il marche pas parce que du coup, moi j'utilise des navigateurs où il marche, en l'occurrence. Mais je sais que malheureusement, il marche pas toujours. Ça marche sur Firefox, très bien, parfait. Et parce qu'il est pas du tout accessible. Ouais, voilà. Le truc, c'est qu'en fait, il faut pas oublier un truc avec Lordon. Comme ce qu'il dit, il le dit d'une manière qui n'est pas accessible. Et comme beaucoup de gens n'ont pas forcément le temps de se pencher sur la question, etc., beaucoup de gens ne voient pas tout le problème qu'il y a dans ce qu'il dit. Beaucoup de gens passent complètement à côté parce qu'il n'est pas simple, il n'est pas accessible, quoi. Ça marche sur Firefox, j'ai rien moi. Alors il faut installer le module. Il faut installer le module pour pouvoir le voir. C'est le seul truc. Sur Opera, c'est normal parce que Opera est basé sur Chrome. Si jamais vous vous posez la question, sachez que Opera, en fait, à la base, la moitié de son fonctionnement, c'est Chrome, c'est Chromium, pour être précis. Et donc, du coup, ça marche. Si ça marche globalement sur Chrome, en général, ça marche sur Opera. Parce que globalement, c'est la même architecture qu'il y a derrière. Et pour reprendre, qu'est-ce qu'on disait perso, au début, j'étais en mode, attends, si on tourne ce qu'il a dit de telle manière, il n'y a pas moyen d'en tirer un truc un peu plus intéressant. Et puis, j'ai abandonné. Oui. Il y avait un truc aussi que j'avais lu qui était bien. Oui, Octoven. En plus, sa phrase est également antisémite, je trouve, en essentialisant les juifs à la haine des musulmans. Complètement. Mais ça, encore une fois, c'est très récurrent de ce qu'il dit. Il essentialise toutes les choses. Tout le temps, systématiquement, Lordon, c'est ce qu'il fait. Et donc, effectivement, il va essentialiser en disant, vous voyez, finalement, les juifs, ce qui constitue l'identité juive, c'est simple. C'est qu'en fait, ils détestent les musulmans. Et puis voilà. Alors que c'est faux. Aujourd'hui, si vous regardez ce qui se passe avec les événements actuels, justement, de génocide sur les Palestiniens qui a actuellement lieu, mais vous avez plein de juifs qui sont en train de gueuler et de dire que c'est pas normal. Vous en avez plein, des personnes de confession juive qui vous disent « Ah non, nous on n'est pas du tout d'accord. On trouve que c'est absolument inhumain. » Parce que l'État d'Israël n'est pas les juifs. C'est pas la même chose. Un État n'est pas les personnes de confession juive. À un moment donné, il faut bien s'en rendre compte. L'État d'Israël est un État qui est surtout profondément un État raciste. Mais ça, c'est une question de gouvernement. Vous avez énormément de personnes juives qui n'ont absolument aucun problème avec les musulmans et qui au contraire ont un très très gros problème avec l'État d'Israël et ce qu'ils sont en train de faire et ce qu'ils font depuis des dizaines et des dizaines d'années. Sauf que, on s'en branle. Sauf que, pour des gens comme Lordon, TKT c'est pareil. L'État d'Israël, c'est les juifs, point. Voilà, on s'arrête là. Mais non en fait, bien sûr que non.
C'est vraiment le niveau zéro de la réflexion. Mais encore une fois, avec un Lordon, est-ce qu'on peut s'attendre à un minimum plus de réflexion? Bah non. Il nous a montré à plus d'une reprise que non, clairement, il n'y avait pas possibilité d'avoir mieux. Hein. Ça clairement... le peu de moments où il n'a pas dit une connerie, c'était plus par hasard qu'autre chose. Donc bon. Partant de là, on les visibilise pas, on leur donne pas la parole, comme d'hab. Oui. Je dirais même qu'on les invisibilise. Hein. Il y a un travail qui consiste à ne pas les mettre en avant. Justement, à les faire disparaître, ces voix-là. Il y a des trades entiers. Et merci beaucoup pour le follow. Erknob. Je saurais pas le dire. Je t'appellerai R, si tu m'en veux pas. Mais merci beaucoup pour le follow et bienvenue. Il y a des trades entiers qui expliquent comment l'État d'Israël s'est construit. Et de ce que je comprends, c'est assez terrifiant en vrai. Ah mais bien sûr, mais c'est un État colonialiste de ouf. L'État d'Israël est ultra violent. C'est un gouvernement qui est d'une violence phénoménale. Je voulais pas les pronoms, j'avais renseigné les trucs, mais j'avais l'extension. Ou peut-être j'avais pas l'extension. Peut-être qu'il manque un mot. Oui, sur Firefox, je le vois pas chez toi, mais je le vois sur d'autres persos. C'est bizarre ça. Surtout que c'est le seul pays dont le judaïsme est la religion officielle, contrairement au christianisme et l'islam. Oui, complètement. Complètement. Oui, tu n'avais pas l'extension. Voilà, il me semblait bien qu'il manquait un mot négatif. C'est ce qui me semblait. Bon, je reprends, chers amis. Désenchanter l'indignation. D'ailleurs, je suis en train de me penser, j'ai pas vu le marqueur de VOD à un moment donné. Attendez, je remonte un tout petit peu en arrière. Oui, fin de VOD à 25, il est 31. Il nous reste combien? Oh oui, on va faire un chapitre de plus. Désenchanter l'indignation. Et cela également dans les colères qui se retournent contre l'État. Toujours l'ambivalence de l'affect commun. Il n'y a que des saintes colères. Il n'y a pas que des saintes colères ou des colères justes. Il y a des colères définies très généralement comme le désir qui nous incite par haine à faire du mal à celui que nous haïssons. La philosophie géométrique des affects laisse peu de place pour les transfigurations lyriques et nous rappelle à ces froideurs cliniques. Ici, donc, elle nous remet en tête que la colère est un affect de haine et comme l'indignation une passion triste. Mais ça aussi, c'est faux. La colère n'est pas quelque chose qui est fondamentalement négative, alors que là, il nous dit ça. Ici, donc, elle nous remet en tête que la colère est un affect de haine. Bah non. Et comme l'indignation, une passion triste. Ben non, pas forcément. Genre bah non. Genre bah non. La colère, c'est pas forcément la haine. La colère, c'est pas forcément triste. Bref. C'est sans doute la raison pour laquelle les mouvements séditieux, qui ne sont portés que par elle, sont voués à l'échec. Bien sûr, il n'y a aucun tel mouvement sans l'énergie motrice de la colère. Toute triste qu'elle soit, elle sollicite le réflexe réactionnel du conatus qui veut repousser les causes de la tristesse. Bah bien sûr que la colère c'est utile dans la vie, à plein de moments c'est utile. Mais genre vraiment, lui c'est le niveau zéro de l'analyse et de la pertinence quoi. Car il y en a bien une en première instance, et si les gens sortent de leur préférence pour la tranquillité, s'ils se mettent en colère, c'est bien pour se débarrasser d'un ordre institutionnel qui leur est odieux, littéralement objet de haine, odium. Cependant, le renversement d'un ordre laisse entièrement pendante la question de son remplacement. Par quoi ? La question ne trouve de réponse que par un affect d'espoir investi dans un certain désir politique, désir de réagencer la vie commune de telle ou telle manière. Pour autant, il n'y a pas là par soi matière et enchantement. L'espoir a beau être une passion joyeuse, l'espoir c'est pas forcément joyeux non plus. Bref. Quoique mitigé, puisqu'il n'y a pas d'espoir sans crainte, il n'est pas le garant d'une félicité politique. Par exemple, comme solution à leur colère du moment, les gens peuvent espérer joyeusement l'avènement d'une société débarrassée de telle ou telle catégorie de population, établie en cause imaginaire de tous les problèmes. C'est moi où il est en train d'expliquer que la colère c'est bel et bien utile dans une optique révolutionnaire, mais c'est pas bien quand même, oui. Mais parce qu'en fait, il dit toujours la même chose. Les gens, écoutez, vous pouvez avoir des motivations, des trucs qui vont vous bouger. Typiquement, la colère, ça va vous bouger. Mais comme la colère est nulle, bah en fait, c'est pas à vous de dire où il faut aller.
Vous tout seul dans votre coin, si vous agissez avec colère, vous faites de la merde. Donc il faut quelqu'un qui soit là pour vous dire allez dans cette direction-là. Mais on revient sur tout le propos du livre. Encore une fois, tout le propos de son putain de bouquin, c'est de nous dire on a besoin de chefs éclairés. On a besoin d'un chef qui nous dit on va dans cette direction-là pour notre propre bien parce que nous on est trop cons. Nous on est trop cons, on est soumis à nos émotions, on agit avec colère et la colère nous détourne des bonnes choses. Donc il nous faut quelqu'un pour nous dire d'aller dans le bon sens parce que c'est quelqu'un d'éclairé. Voilà. La colère est nulle, c'est vraiment une tech de privilégié au pouvoir préférant le statu quo. Oh putain que oui. Mais bon, ça commence à faire long, hein. Oui. Pour Spinoza, qui parle du point de vue des affects actifs et de la causalité adéquate, les passions tristes sont toujours mauvaises. Éthique 4.41. Parmi elles, la colère, donc, qui est une haine. Or, la haine ne peut jamais être bonne. Éthique 4.45. La haine des nazis, il n'y a aucun problème. Hein. Qu'on soit d'accord, on va replacer les choses. La haine des fachos, la haine des gens qui tuent d'autres gens, qui font du mal, on s'en branle. Vraiment, c'est le niveau zéro. C'est vraiment le niveau du mec qui en fait est pas concerné. Lui, il va te dire oh la haine c'est pas bien parce que lui il peut se permettre, il subit pas en fait. Ça me fume de voir à quel point il est toujours encore une fois mis en avant alors qu'il dit de la merde sur de la merde sur de la merde. Peut-être sauverait-il certaines de nos colères politiques s'il les voyait accompagnées d'un auxiliaire d'espérance dirigé. Bonjour. Ça va? Topoleur. Je ne sais plus où est-ce que j'étais en train de lire, pardon. Peut-être sauverait-il certaines de nos colères politiques s'il les voyait accompagnées d'un auxiliaire d'espérance, dirigé vers une nouvelle forme de vie, propre à empuissantiser les hommes, à les rapprocher à un peu plus du modèle exemplaire de la vie sous la conduite de la raison. Hors d'une décision nette sous ce rapport, la vérité, c'est que c'est nous qui déclarons les colères bonnes ou mauvaises, et ceci comme tous nos autres jugements selon notre affect. En tout cas, que la colère qui est une haine ne soit pas bonne en soi, nous le savons de connaissance intuitive, à simplement nous rappeler les affects communs qui peuvent souder des foules dans le racisme ou le désir de lynchage. Spinoza en sait quelque chose et d'expérience directe. Il a vécu à La Haye en 1672, le massacre des frères de White. Johann, grand pensionnaire des Provinces-Unies, a été accusé d'avoir livré la République à la France. Épisode traumatique qui montre aussi dans quel état peut tomber une foule en colère. Ultimi barbarorum, dira Spinoza, et dont la méditation imprégnera largement le traité politique. En fait, il pense comme moi quand j'avais 15 ans. Ouais, c'est un peu ça, ouais. On te dit bonjour Anémone. Elle vous dit bonjour aussi. Je me disais que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas cité Spinoza. Franchement, un paragraphe, hein. Ouais. Mais vous savez ce que dit Niels, je suis assez d'accord, hein, pour le coup. Que ce soit pour le bonjour Anémone ou que ce soit pour le fait que Lordon pense comme on pouvait penser qu'on a 15 ans. Oui, j'ai l'impression vraiment de voir les pensées d'un ado. Genre vraiment le mec il a découvert Spinoza en cours de philo au lycée et il est resté coincé dessus. Mais si vous allez prendre l'âge de Lordon il a quel âge aujourd'hui? Lordon a 61 ans. Et Lordon est toujours bloqué sur ses 15 ans. Il est toujours coincé sur le cours de philosophie où il a découvert Spinoza à ses 15 ans quoi. Ah, le méchant monde, il est méchant. Mais heureusement, il y a des gens qui sont intelligents, des gens qui ont de la culture comme moi, regardez, qui utilisent mon gros cerveau. Et donc, il faut que les gens m'écoutent parce que moi, je suis plus intelligent que tous les gens qui sont cons. Donc, puisque vous êtes tous cons, en fait, écoutez-moi et suivez-moi. Je vais vous dire dans quelle direction aller pour votre propre bien, parce que de toute façon, vous êtes trop cons. Waouh, merci. Vraiment, Lordon, waouh. Ouais, 61 ans, hein, ça conserve bien la bourgeoisie, hein, faut croire. Faut pas oublier que Lordon, il vous dit non, mais moi, je suis quelqu'un de simple, etc. Son père, patron d'entreprise, sa mère qui était chercheuse ou un truc comme ça, je sais plus. Lui-même qui est philosophe et économiste. Voilà. Père, dirigeant d'entreprise et... ah non, sa mère, femme au foyer. Je crois que sa mère avait fait des trucs aussi bourgeois. Mais c'est peut-être que je confonds encore avec un autre auteur où pareil, il nous disait non, mais moi je suis quelqu'un du commun, TKT. Et en fait, quand tu regardes un petit peu le truc, tu te rends compte que pas du tout. Le mec, il est full bourgeoisie de l'enfer.
Et peut-être Ruffin, c'est possible, j'en sais rien. En vrai, flemme d'aller regarder qui se dit pas bourgeois est en fait bourgeois comme Jaja, quoi. Je reprends. Mais il n'est pas sûr que nous puissions être spinozistes jusqu'au bout, c'est-à-dire affectivement détachés de toute colère. Spinoza lui-même ne l'est pas. Les nôtres nous semblent bonnes, parce qu'elles sont les nôtres. Le mieux que nous puissions faire est peut-être de l'assumer, c'est-à-dire d'assumer que nous demeurerons en proie à la servitude passionnelle, et de travailler par ailleurs à faire croître en nous, en autant qu'il en est en nous, la part de l'entendement. Ceux dont les colères se forment contre l'emprise du bloc stato-capitaliste continueront de vivre dans la joie, l'exaltation même, les gains que leur seule mise en mouvement leur offre déjà, les gains de puissance de leur appropriation de leur existence. Ils s'y adonneront donc, et peut-être leur viendra-t-il un équivalent spinoziste de la pensée de derrière pascalienne, ce moment de légère reprise par l'entendement, par après, à distance, un mouvement passionnel auquel de toute façon on ne pouvait pas ne pas céder, mais à propos duquel on sera réflexivement plus au clair. Ta-ta-ta. Oui, un autre philosophe, c'est Pascal. Oui, en effet. Fin de chapitre. Et du coup, on va s'arrêter là pour YouTube, à minima. On est page 155 sur 190. On ne continuera pas aujourd'hui. Petite fougère de YouTube, toujours aussi médiocre, le Lordon, parce que du coup là on est toujours dans cette vision du monde. Ah, finalement, vous avez vu, l'homme il est mauvais en fait, naturellement il est mauvais, tous autant qu'on est, on est soumis à la colère, et la colère c'est mauvais parce que la colère c'est la haine, c'est pas bien, ah là là, donc il faut travailler à mieux gérer notre colère, à la comprendre et à la repousser, à s'en servir comme une force de motivation, mais passer au-delà de la colère, parce que la colère c'est pas bien, c'est méchant, c'est la haine la colère. Oui, d'accord, très bien Billy, merci. Un gros cerveau, Lordon, ça reste équivalent d'habitude. Hein. Des bisous, petite fougère de YouTube. À très bientôt. Ciao, ciao, ciao.